moi j'ai une formation d'ingénieur mécanique. Donc c'est vrai que c'est une formation assez large qui permet de travailler dans l'industrie de façon générale. Donc aussi bien les transports comme les trains, mais aussi l'aéronautique, l'automobile ou même l'agroalimentaire. Il y a vraiment beaucoup d'issues et pour moi le choix ça a été le ferroviaire. Et ils vous ont formé ici au train, aux spécificités du train. Tout à fait. C'est vrai que même si on a fait 5 ans d'études pour devenir ingénieur, la découverte d'une nouvelle industrie, c'est toujours quelque chose d'assez impressionnant. Et on découvre beaucoup sur le terrain. Finalement, on apprend beaucoup aussi des échanges avec les autres et du contact avec les trains, avec la technique. Régio de Zen, le projet a débuté en 2009. C'est-à-dire que depuis 2009, les équipes elles travaillent sans arrêt sur le développement de ce train, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, chez Bombardier, on commence depuis la feuille blanche. C'est-à-dire que le client souhaite acheter des trains pour les régions, il nous fournissent un cahier des charges, et à partir de là, les échanges commencent avec le client, en interne, avec les équipes. Que veut notre client ? Qu'est-ce que nous on sait fabriquer réellement et tous ces échanges vont se construire petit à petit. Donc on va passer par des plans, on va passer par des concepts et ça va être validé au fur et à mesure jusqu'au moment où on commence à fabriquer les premières pièces, on les assemble, on crée nos premiers trains et là c'est la surprise. Est-ce que tout fonctionne comme on le souhaite? Pour driver PI, moi j'aimerais bien faire déjà un constat, faire un état des lieux. Le client est attentif à la consommation des trains. Donc chaque nouveau projet sur lequel nous travaillons, nous essayons de développer des technologies qui permettent de réduire cette consommation d'énergie. Et puis de façon générale, c'est vrai qu'on essaie de travailler le plus possible avec des fournisseurs locaux de la région pour éviter des flux de pièces très importants. C'est pas toujours possible, ça fait partie des enjeux de l'industrie, mais c'est vrai que nous on travaille par exemple avec beaucoup de fournisseurs régionaux et dont certains sont localisés très proches de notre usine, vous pouvez les voir juste derrière la fenêtre, donc on essaie effectivement de tenir en compte tous ces aspects environnementaux. Là, on est au début de la chaîne, là. Carrément au PM numéro 1, c'est du montage. Le principe, c'est qu'on reçoit des kits dans des conteneurs et nous, on vient les assembler. On vient assembler le véhicule complet. Tout ce qui est face, pavillon et les bouts. Tout l'intérieur est soudé. On va s'occuper de tout ce qui est soudure extérieure. Et tout soudure extérieur doit être arasé à plat. Un bon monteur soudeur, il faut une bonne année complète, quoi. C'est quoi les outils d'un chevronnier? Une cagoule, un marteau, une meule, tout ce qui est pointe à tracer, pince coupant, mètre, équerre. Tous ces outils là et surtout les EPI, ça c'est indispensable ça, pour la sécurité à l'ouvrier, pour ce qui est lunettes, bouchons, chaussures de sécurité. Les dangers du chaudronnier sont les brûlures, les projections dans les yeux, ça arrive, les coupures, malheureusement ça arrive encore. C'est un bon métier. C'est un mérite, quoi. C'est monter un véhicule et puis quand on voit dans les gares tout ça, voir des trains, puis on se dit c'est nous, on a participé au montage de ce véhicule-là, on est fiers. Et souvent, quand il y a une belle soudure, on va appeler le collègue, lui dire hey, viens voir tout ça. J'ai même vu des gens qui prenaient leur soudure en photo. Regardez là, voilà.
fait. Chaque point, c'est l'intervention d'un dresseur. Ouais. Et tout ça, c'est contrôlé à la règle à faire, au millimètre. C'est la cabine du conducteur, donc c'est un élément où il faut que les soudures soient conformes. Parce que lui, il est exposé au choc. Ah ouais, aux vibrations. Ah, les jeunes, c'est un métier, c'est un beau métier. C'est un métier, les chaudronneries, c'est en voie de disparition. Pourquoi? C'est un métier pénible, mais c'est un métier où on peut beaucoup apprendre et surtout être fier. Une fois assemblées, les caisses n'ont toujours pas de roue. Elles sont acheminées vers l'atelier peinture via ce dispositif. Il y a des grenailleurs, des empliseurs, des retoucheurs et des applicateurs peinture. Voilà, parce que tout à l'heure, quand on a vu le chaudron, on a vu le dresseur qui refaisait des pointés au marteau, etc. C'est pour ça qu'il y a un enduit derrière. Qui remettait la surface droite. Après, le véhicule est sablé. Pour une question d'adhérence par rapport à l'enduit, la peinture, c'est cela. Et après, pour la surface droite, c'est enduit. Dans la cabine, il y a un être humain ou c'est un robot? Grenaillage, c'est un robot. En application, non, c'est que des applicateurs. Formés sur le tas par les anciens. J'ai mon père qui tient un garage, j'ai été dedans depuis ma naissance et j'ai toujours aimé ça, quoi. Les graffitis, c'est un problème pour les régions, pour la SNCF, la RATP. Vous avez des procédés particuliers? Bah, y a un vernis anti-graffiti. C'est enduit à la main tout le temps. Ouais. Bah après, selon les véhicules, je pense que ça serait compliqué de mettre un robot. Ouais. L'enduit, il y a les encadrements de fenêtres, tout ça. Moi je suis là en tant que consultant, je les forme. Donc c'est un métier qui est assez difficile parce que c'est que de la gestuelle et c'est difficile à apprendre dans les écoles. Donc on les accompagne pendant 2-3 mois de façon à acquérir le métier. Sinon c'est très compliqué. Et s'ils ont une formation d'enduiseur dans le bâtiment par exemple, ça aide? Non, ça aide pas parce qu'ils sont déformés déjà au départ. C'est un métier qui demande beaucoup de finesse parce qu'on fait une carrosserie, on ne fait pas des murs. Dans le bâtiment, c'est des peintures, c'est des enduits qui sont mat et on ne voit pas les défauts de peau ou de bosse. Là, on a des petites tolérances de déformation et ça n'a rien à voir avec le bâtiment. Qu'est-ce qu'il fait là? Là, il camoufle pour appliquer la phosphate, après l'enduit. L'application pistolet, puis après qui est poncé, puis après on va appliquer la peinture finale.
ce qui est peinture à base de métal, de paillettes, là c'est les peintures les plus compliquées, surtout sur des grandes surfaces. Après, le plus important c'est qu'on ait le coup de main et l'œil, après c'est tout. Hein. Ils sont tous différents. Moi, je suis menuisier. De métier? Ouais. Et vous travaillez le métal? Ouais. C'est pareil? Ah non, c'est pas pareil. Ça paye un peu plus. Dans le bâtiment, ça paye pas. Puis à mon âge, à 59 ans, je vais pas si m'en faire. Ça fait combien d'années chez Bombardier? Ah, ça fait que 17 ans. Alors. Sur le bogie, vous intervenez entièrement? Non, il y a quand même des tâches. Ouais, il y a des tâches pour soi, pour Trudeau, pour ce sport. Mais c'est pas la chaîne qui Oh passe? non. Parce que pourquoi? C'est un travail de précision? Ah oui, ça. Parce que si on fait ça mal, c'est fini. C'est pas une voiture. Yeah, I have it send. I saw the Steeman want to put the cable on the other side, if I understand. Je suis ingénieur arts et métiers. J'ai travaillé dans l'automobile avant, dans plein de sociétés. Ça fait 7 ans que je suis chez Bombardier. J'ai démarré aux méthodes, donc quand même une bonne entrée en matière pour connaître le produit. Et puis j'ai intégré l'équipe ingénierie il y a 3 ans pour travailler sur un projet allemand. Donc la fabrication est faite en Allemagne, la gestion s'est faite ici, le développement, le design. Et j'ai rejoint il y a 4 mois une équipe anglaise. Donc un bogie qui va se fabriquer en Allemagne également, mais dont le client est suédois. Et dont le développement se fait en Angleterre. Donc voilà, donc c'est très international. Ouais. Et ça va, on jongle comme ça? On jongle assez facilement, c'est difficile par moment à cause des mails, parce que les 3/4 ou 90% des mails sont en anglais ou en allemand. C'est pas toujours évident. Et puis gérer 2 projets, c'est une difficulté, il faut savoir lequel on priorise par rapport à l'autre. Ceci dit, on finit par y arriver. We choose the side of the outgoing cable. Les bogies, c'est une partie de l'entreprise qui fonctionne bien, qui a marché. Aujourd'hui, qui fonctionne bien, qui dépend forcément de la commande, du niveau de commande de train. À savoir que bogie, on travaille aussi pour d'autres. Les caisses, chez nous, travaillent essentiellement pour la SNCF, on va dire. Alors qu'en fait, au niveau bogie, on travaille aussi pour la RATP, pour la SNCF. En Allemagne, c'est pour la Deutsche Bahn. Derby, ça va être pour Londres, ou enfin le réseau anglais. Stockholm, ça va être le réseau suédois. Bon, on a nos salles de conférence, hein, donc avec un téléphone, ce qu'on appelle une araignée, qui facilite la communication avec les autres pays. Et on a aussi une salle de vidéo qui est très très intéressante. Quand on voit la personne, c'est bien, on la comprend mieux. Je sais pas, c'est comme on parle quelqu'un en face, quoi. Et c'est beaucoup moins impersonnel qu'au téléphone. Donc ça a été mis en place il y a 2-3 mois maintenant, et je suis une de celles qui l'utilisent le plus. Je fais également de la promotion femmes ingénieurs dans les écoles, donc dans les écoles d'ingénieurs. Il y a généralement c'est des terminales et des prépas qui nous rejoignent pour savoir un petit peu quel est le métier, comment on gère notre métier de femme ingénieure, et vie familiale et associatif et tout ce qui est à côté. Donc c'est intéressant, on voit des jeunes filles qui sont vraiment intéressées, qui viennent là parce qu'elles ont vraiment envie de faire ce métier-là, donc on les conforte dans leur choix. On en a qui viennent parce qu'elles sont obligées de venir, et on sait très bien quand on les voit partir qu'elles ne seront jamais ingénieures. Vous, donc Angleterre, Allemagne, Suède. Vie de famille égale compliqué. Galère. Organisation quand on part en déplacement. Quand une femme part en déplacement, c'est pas pareil qu'un homme. L'homme, il laisse sa femme qui s'occupe des enfants, on va dire. Quand on est une femme, on a plus tendance à organiser sa maison. Donc c'est vrai que c'est une organisation. Mais ça se fait, si ça peut rassurer les jeunes filles qui ont envie de rejoindre le métier, ça se fait très bien.
Donc là on installe tout ce qui est armoire électrique et tout ce qui est connectique du train. Donc tout ce qui est cossage avec les pinces à sertir adéquates et la finition avant le garnissage. On travaille au plan et les plans changent selon les versions de véhicules, selon les régions. Et après il y a des pinces spécifiques au métier d'électricien, c'est-à-dire chaque cosse a sa pince. Et donc on doit utiliser une pince bien spécifique et qui est propre au ferroviaire pour les sertissages, et tout ça, ça prend en formation bien sûr. On parle en kilomètres de câblage dans un train? Oui, en kilomètres, oui. Il y a énormément de câblage, surtout la technologie évolue, donc forcément il faut beaucoup plus de câblage qu'auparavant. Avant c'était seulement pour l'éclairage ou quoi, maintenant il y a beaucoup d'afficheurs, beaucoup d'écrans dans les véhicules. Donc forcément il faut beaucoup plus de câblage pour alimenter tout ça. Ça ne vous fait pas peur les technologies sans fil, les câbleurs? Non, parce qu'il y aura toujours besoin de fil de toute façon. C'est obligatoire. De toute façon il faut alimenter pour avoir un réseau Wi-Fi. Forcément il faudra toujours du câblage. Il y aura toujours des câbles. Pour pouvoir aboutir tout notre travail et les technologies qui évoluent, c'est un plaisir de faire les trains parce que c'est en constante amélioration. Là, c'est un véhicule qui vient de sortir, il va partir au achat pour les essais, tout ça. Il est pas terminé, hein, vous voyez qu'il n'est pas fini, mais tout ce qui est préparation de câblage, tout ça c'est terminé. En tant qu'animateur, je donne un coup de main pour pallier aux absences des opérateurs quand ils sont en congé ou quand ils sont malades ou en formation. Et je dois veiller à ce que les opérateurs travaillent dans les meilleures conditions au niveau sécurité. Veiller aussi la productivité. On a un pas, aujourd'hui on doit respecter un pas de chaîne de 1 jour et demi. Donc le véhicule qui arrive chez nous au PM 42-43, on a 1 jour et demi pour le terminer. Chaque opérateur a sa tâche bien définie. Et moi je dois veiller à ce que le véhicule soit terminé au moment où on avance la chaîne. On travaille beaucoup avec des sous-traitants, hein, mais je pense que la qualité du produit elle est là. Même au niveau des retouches, il y a encore 6 mois, je crois qu'on était à peut-être 600 retouches. Et aujourd'hui, on a créé un outil justement qui s'appelle le chemin de contrôle. On a dû baisser nos retouches de 80%, je crois, un truc comme ça. Nous, on assemble les véhicules, donc on fait la mise en rame avant expédition à Alstom. Donc on fait toute la finition intérieure, le pelliculage, les reprises peinture, les reprises clients. Et donc c'est ici que le train sort le plus conforme possible. D'accord. De la course. Et Alstom, ils font quoi dessus? Alstom pour les véhicules debout. Donc nous on fait les motrices et Alstom fait les véhicules debout. Ils vont être bien contents les usagers du RERA, voir qu'il va y en avoir des nouveaux. Il a été revu aussi dans tout le design, avec aussi vous avez les écrans LCD, les caméras. Il y a des clients plus exigeants que oui. Oui, bien sûr. Bon, on s'adapte, hein. Voilà. On remonte les points. On s'améliore en fait. On remonte les points en chaîne et après, du coup, on travaille sur les points que le client nous a dit et puis on essaie d'améliorer, on améliore le produit. Mais chaque région a ses particularités. On va parler de porte-ski, des choses comme ça. Oui, ça c'est sur les autres. Nous ici, en général, on sur les 809. Oui. Oui, là ici sur les franciliens, c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Vous les avez déjà vus en fonctionnement? Non, malheureusement non. Non, j'ai jamais monté dedans. Il faudrait, ouais, ça serait bien de voir dans quel état ils sont aussi arrivés à Paris, parce que bon, il faudrait bien voir comment, au bout de 15 jours ou 3 semaines d'exploitation, dans quel état ils sont. Parce que c'est dommage, parce qu'on essaie d'obtenir un bon produit, et bon, on sait très bien qu'arriver sur place, ils sont un peu détériorés. Bon, j'ai fait 4 ans d'intérimaire. Ouais. Là récemment, je vais me faire embaucher au mois d'avril 2014. Il est de quel métier avant? À la base, je suis mécanicien auto. Après, j'ai fait plusieurs corps de métier. J'ai été gérant d'un magasin. J'ai été magasinier. J'étais président d'association. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer un peu dans le ferroviaire parce que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai apprécié ce travail-là. J'apprécie aussi ce que je fais aujourd'hui. Et je trouve dommage que je ne connais pas mon avenir dans 2 ans, alors que je viens juste de me faire embaucher. J'ai même réussi à faire entrer mon fils ici en BTS en alternance, qui se termine aussi dans 2 ans. Donc même lui, il n'est même pas sûr de pouvoir continuer ici dans 2 ans.
Donc lui s'inquiète un peu plus que moi parce que bon, à 19 ans on s'inquiète, on se demande ce qu'on va faire après, c'est sûr. Donc ouais, autrement ça va. La commande, vous avez, vous qui avez vu d'autres boîtes, le sentiment qu'il y a un vrai savoir-faire particulier dans le ferroviaire? Oui, il faut. Et Bombardier a un savoir-faire, oui, c'est clair, oui, bien sûr. Le garnissage, c'est pas donné à tout le monde, nous, être toucheurs, c'est pas donné non plus à tout le monde. On a un savoir-faire, je pense, ici en France, plus à Bombardier France, à Crépin. Et ce serait dommage de perdre cette main-d'œuvre-là. Moi, j'ai une licence en automatisme, réseau et télémaintenance, donc une licence que j'ai faite à l'école à Soissons. Et ça se destinait à quel métier Automaticien, à l'origine de formation, automaticien industriel, donc programmation d'automates, etc. Et puis voilà, aujourd'hui je suis là en tant que anciennement technicien essai et aujourd'hui superviseur au niveau des essais. D'accord. Alors les essais, ils se font ici à Bombardier? Oui, c'est ça. Donc on a des essais du CAT, donc c'est-à-dire de la résistance des câbles électriquement. Ensuite on a des essais véhicules seuls, où chaque véhicule est testé séparément. Et ensuite on arrive ici en RAM, où on teste le train formé complètement, en entier. Et on fait des essais électriques, fonctionnels et dynamiques du train. On va sur notre voie interne pour rouler avec le train, vérifier que tout fonctionne bien au niveau sécurité, l'éclairage, la sonorisation, etc. Il paraît que les portes c'est très important dans un train parce que c'est ce qui permet de monter dans le train et d'en descendre. Exactement. Les portes c'est un système très important dans le train, c'est un système assez complexe. Surtout sur nos régions de Zen, on a une détection de quai qui se fait dans les véhicules d'extrémité, certains véhicules d'extrémité, donc avec un emmarchement qui doit sortir, rentrer, suivant la détection du quai, automatisé pour l'accès aux personnes à mobilité réduite. À l'intérieur du train, informatiquement, c'est plus pointu que par exemple le Transilien. Donc le métier de conducteur, il évolue en même temps, par exemple? Oui, le conducteur, le métier évolue, il est de plus en plus aidé avec des écrans tactiles. Les écrans tactiles, donc des IHM pour la commande, pour la bande de traction, freinage, pareil sur écran. Au niveau du manipulateur, pareil, ça devient beaucoup plus simple qu'avant. On a juste un seul manipulateur pour tractionner, freiner, à part le mode secours, mais ça reste aujourd'hui très accessible en termes de formation conducteur. On se met souvent à la place du passager. On a aujourd'hui un critère quand même qualité assez important sur justement le fait que la sono on entende bien dans les haut-parleurs, etc., que l'éclairage, tous les éclairages fonctionnent correctement. Voilà, ça fait partie de notre produit pour qu'il soit vraiment délivré de meilleure qualité possible. Tout de suite en cours de livraison pour d'ici la fin de l'année, on l'aura dans le Nord-Pas-de-Calais, la PACA, Aquitaine, Bretagne et Rhône-Alpes. Et donc très prochainement en Picardie, Pays de la Loire et Midi-Pyrénées. Un autre outil de travail, mais pour un résultat final qui est le même finalement. Contribue. C'est un beau métier, acheteuse, ça veut dire que vous avez plein de sous. Mon métier est plus précisément de gérer les sous-achats, justement. Donc je m'occupe de suivre les budgets des 3 contrats, NAT pour la SNCF. Alors NAT c'est le francilien. Le francilien et les projets RATP, donc je suis le garant des budgets au niveau achat, pour la partie achat. Alors vous achetez quoi à Bombardier? On achète tous les composants qui nous permettent de fabriquer et de construire le train. D'accord. Est-ce qu'on achète Made in France forcément ou pas? Ou est-ce qu'on On achète Made in France, mais on achète aussi dans beaucoup d'autres pays, effectivement. On n'a pas que du Made in France sur nos produits. Il y a quoi qui détermine le choix d'un fournisseur plutôt qu'un autre? Ses compétences techniques par rapport à la technologie qui est requise,
son aptitude à pouvoir répondre à nos besoins, aussi bien en termes de technicité du produit que de support ensuite en service commercial, et c'est important également. On n'achète pas juste un produit pour le monter sur un train, on achète un produit pour toute la durée de vie d'un train, donc sa maintenance. C'est 40 ans la vie d'un train, non? Ouais, c'est 30 à 40 ans, donc effectivement on regarde l'intégralité de la solution avec le fournisseur, pas juste l'achat en tant que tel. Vraiment, le prix est important, mais pas que. Les clauses sociales, par exemple, vous regardez ou pas? À mon niveau, non. Je pense que quand on choisit des fournisseurs stratégiques, je pense qu'effectivement, les clauses sociales, les clauses environnementales sont regardées également lorsqu'on doit faire des partenariats à plus longue durée. Mais il y a des fournisseurs qui ont le monopole de certains produits, donc non ou pas? Il y a toujours une concurrence à tous les niveaux? Il existe très souvent de la concurrence. Il existe très peu de fournisseurs vraiment monopolistiques sur une technologie. Après, ça peut être une technologie qui est brevetée par un fournisseur spécifique, mais on a souvent l'opportunité de pouvoir consulter plusieurs fournisseurs pour un type de produit. Ça veut dire que vous avez donc des connaissances économiques, techniques, financières. Voilà, c'est quoi votre formation de base? Donc je suis ingénieur électrotechnique, suivi d'une formation commerce international après mon diplôme d'ingénieur. D'accord. Ça veut dire que quand vous avez un fournisseur au téléphone, quand vous parlez d'une pièce, vous savez de quelle pièce vous parlez? Oui, puis si je ne sais pas avec un plan ou aller physiquement la voir sur le train, ça nous permet aussi de bien comprendre de quoi on parle. On a quelques fournisseurs sur site, comme notamment Sirail, qui est ici juste à côté. Et qui fait quoi? Tout ce qui est production des harnais électriques, tout ce qui est câblage, qui est très important aussi pour notre matériel. Ça nous aide dans l'aspect logistique, sur les livraisons. C'est aussi parce qu'on les a choisis comme fournisseurs qu'il y a eu la possibilité qu'ils viennent s'installer sur notre site et puis qu'on puisse mettre des contrats de logistique comme ça, de partenariat avec ce fournisseur. Surtout que les harnais, ce sont des dimensions très très importantes au niveau encombrement pour les livraisons. Vos achats sont évidemment liés au prix des matières premières, quoi. Donc vous observez aussi, vous, de votre poste, les marchés? De mon poste à moi, non, mais il y a des personnes effectivement qui sont en charge de regarder les fluctuations au niveau des matières, des cours, de l'évolution, puisque également quand on fait des achats, on peut être assujetti à ce qu'on appelle de l'indexation sur le prix des composants qu'on achète, qui elle est assujettie à l'évolution des indices de ces matériaux. Donc oui, il y a des personnes qui suivent l'évolution. Parce que le prix d'un train à votre client, il est donné à la commande. Oui. Et il est livré 2 ans après, c'est ça? Oui, mais c'est pareil. Donc ça peut fluctuer. Ça peut fluctuer et dans nos contrats, on a également la prise en compte de cette fluctuation possible, jusque dans certaines limites, on va dire. Et l'open space? Pas de soucis, j'ai des collègues très sympathiques, l'ambiance de travail est très bonne. Et il y a du collectif? Il y a du collectif, bien sûr. L'open space permet justement d'améliorer le travail ensemble. Et pour ce qui est éventuellement des nuisances sonores, l'installation des boxes rouges ou de zones un petit peu de travail séparées nous permet au besoin de pouvoir discuter de sujets sans perturber les autres personnes. Vous êtes fiers autant que les ouvriers d'être sur du train? Ah oui, très fier. Très fier, c'est un beau métier, un beau produit. Et puis en étant aussi mère de 3 enfants, c'est très facile et très représentatif de leur expliquer qu'on vient construire des trains pour faire voyager des gens. Et c'est valorisant. C'est valorisant et c'est un produit qu'ils peuvent se représenter, qu'ils voient dans leur vie de tous les jours. Et c'est toujours avec plaisir quand on fait la journée des familles qui viennent monter dans les trains de maman et de voir les produits qu'on construit. Donc oui, c'est très valorisant. Vous êtes inquiète à titre personnel par le défaut de commande ou... À titre personnel, puisque le carnet de commandes, ça définit également le futur de notre site et du travail de nous tous. Donc, en tout cas, dans l'attente de gagner des commandes et surtout de pouvoir charger le site dans les prochaines années, oui, c'est important. C'est notre futur. Yeah, I have it. I saw the Steam and want to put a cable on